Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'Objectif AST où nous avons le plaisir d'accueillir Tom Debussy pour revenir sur son parcours professionnel et académique, notamment à l'IAE de Lyon, mais aussi sur sa préparation au concours AST où il va nous délivrer tous ses conseils et astuces pour le Taj Mahal et le TOEIC et bien plus encore. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Tom et je suis ici avec Objectif AST pour vous présenter mes préparations au concours et mes années post-bac. Donc Tom, merci de cette présentation. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, qu'il soit professionnel et scolaire, en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, donc déjà je vous remercie pour l'invitation, pour l'interview. Et donc pour vous présenter rapidement mon parcours, j'ai fait un bac ES option maths classique au lycée. Ensuite j'ai postulé en post-bac en licence à l'IAE Lyon. Et par la suite j'ai pu faire différents jobs étudiants sur lesquels on pourra revenir pendant mes études et également un stage de 3 mois en tant que contrôleur de gestion. Ok, extrêmement clair. Et justement, donc après ton baccalauréat, tu as décidé d'intégrer l'IAE de Lyon. Pourquoi ce choix? Alors tout simplement parce que au lycée, j'aimais bien les matières comme l'économie, les maths, et je trouvais que la licence, elle répondait plutôt bien à ces différents domaines, puisque c'est une école de management, donc on voit un peu tous les champs possibles du management, comme la finance, la RH, les achats, etc. Mais on garde quand même un côté très axé maths que j'affectionnais, que je voulais garder dans mon cursus. Ok, donc on le voit, un parcours vraiment taillé pour toi. Et justement, alors, on peut aussi entrer en IAE à Bac+2 ou même à Bac+3. Comment on fait concrètement quand on est étudiant? Alors tout simplement pour entrer déjà en Bac+2, donc en 3e année de licence, il faut avoir validé les crédits CTS, soit par un BTS, soit par une autre licence auparavant, et postuler avec un test SIM qui s'accorde un peu avec le test du Taj Mahal et qui évalue donc notre capacité comme un test de management classique. À la suite, on aura un entretien ou non selon nos résultats avec la licence et les directeurs de licence et on pourra intégrer l'IAE, mais il y a très peu de places pour entrer notamment en 3e année de licence. D'accord, donc on le voit, un parcours extrêmement sélectif. Et justement, alors tu me disais un petit peu que tu avais raté ta première année. En France, on sait qu'environ 50% des personnes qui sont en licence 1 échouent à la première année. Comment tu l'as vécu, toi, cette période un peu, j'imagine, particulière, et quel conseil tu donneras aux étudiants pour qu'ils la réussissent? Déjà, de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de suivre les cours, d'être assidu, parce que moi, j'étais encore dans la période du Covid. Donc on a eu très vite les cours à distance. Dès les 2 mois qui ont suivi la rentrée, on était à distance complètement. Et j'ai très vite lâché les cours à 8 h en amphi, au lieu d'aller voir... J'ai notamment vite lâché les cours, j'ai pas été assidu. À distance, on sait que c'est compliqué de se motiver et moi j'ai complètement lâché. Et forcément au partiel, on se loupe. Les conseils que je donnerais, c'est d'être assidu, de bien faire les TD en avance et de s'adapter à la méthodologie très différente du lycée en licence. D'accord, donc on le voit, plein de conseils justement très importants à écouter pour réussir sa licence 1 et bien démarrer ses années universitaires. Et donc là justement, tu es en 3e année de l'IAE et tu souhaites intégrer une école de commerce à la rentrée par les concours AST. Pourquoi vouloir intégrer une école de commerce? En soi, l'IAE, c'est un peu l'école de commerce publique. C'est ça, oui, c'est une école de management publique. Alors après, les débouchés quand même varient pas mal avec une école de commerce. Les IAE sont un peu plus ancrés localement, en tout cas pour l'IAE Lyon. Et pour des postes un peu plus de grande ampleur dans des grosses entreprises, etc., c'est peut-être un peu moins la voie à privilégier. En tout cas dans mon projet pro où je veux aller en corporate finance. C'est pour ça que je me suis dirigé vers les écoles de commerce, donc pour le réseau, pour les opportunités, etc. Et j'ai appris donc pendant mon année de redoublement où j'avais pas mal de temps libre vu que je travaillais quand même à côté mais que j'avais pas complètement tous les cours. Je me suis intéressé à mon projet pro, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire, etc. Je pense que c'est important, surtout quand on redouble, de vraiment se poser ces questions-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après ma licence, donc soit un master à l'IAE ou dans une autre faculté ou les concours parallèles AST que je prépare cette année du coup. Et justement, alors dans les concours AST que tu prépares, donc il y a différentes épreuves, notamment une qui est assez redoutée des étudiants et donc je vous renvoie vers la vidéo qu'on avait faite sur la sortie des étudiants du Taj Mahal, le fameux Taj Mahal, où tu as eu quand même 370. Quels sont les conseils, astuces que tu donnerais justement aux étudiants pour réussir ce Taj Mahal et ces différentes épreuves? Et puisque tu aurais aussi des anecdotes à nous raconter, que ce soit l'examen, avant ou après. Alors déjà, premier conseil, ce serait de vous y prendre très en avance parce qu'on sait, le Taj Mahal, on peut le passer qu'une fois par semestre. Donc forcément, si on s'y prend là, février, on va arriver à un mois des dates butoirs, donc ça va être un peu compliqué.
Mes conseils que je donnerais, déjà moi j'ai révisé sans prépa à côté. Ah oui, d'accord. Donc je pense que c'est important à souligner pour ceux qui n'ont peut-être pas de prépa, qui disent ah c'est pas possible, etc. Pour moi ça joue pas vraiment sur sa préparation du Taj-Maj si on est assidu avec les livres qu'on peut avoir. Moi j'ai principalement révisé avec le grand manuel du Taj-Maj de Joachim et Arnaud qui est pour moi le livre de référence clé et qui est recommandé par presque tout le monde. Pourquoi? Parce que déjà on a 200 fiches explicatives sur les concepts, les méthodologies de chaque sous-test, etc. Pour moi c'est une phase d'apprentissage hyper importante et on doit même délaisser d'abord les sous-tests sans s'entraîner je pense. Pendant un mois et demi on apprend les concepts, les formules mathématiques, on révise nos carrés, nos cubes, les multiplications, poser une division, c'est un truc qu'on fait presque plus mais qui est hyper utile le jour J. Donc voilà, une première phase à peu près comme je dirais. Ensuite, j'irais donc m'entraîner sur des sous-tests. Moi, je faisais environ un test blanc par semaine avec la correction. Hyper important de ne pas négliger la correction de nos sous-tests et tests blancs parce que c'est là vraiment qu'on va apprendre, qu'on va revoir nos erreurs forcément et il faut que chaque question qu'on a vue, surtout sur les parties calculatoires, une fois qu'on a fait la correction, on sait si ce type de question retombe le jour J, on sera sûr d'y répondre. On sera sûr d'avoir juste et comme ça on maximise nos chances le jour J puisqu'on aura vu beaucoup plus de questions. Niveau après, donc le jour J, il ne faut pas non plus lésiner sur notre aspect un peu mental, motivation, je dirais. C'était un ancien de l'IAE Lyon qui a eu plus de 500 au Taj-Maj, Grégoire Leroche, qui disait dans une vidéo, et je pense qu'il a assez raison, c'est de 1 ou 2 jours avant, voilà, de se reposer, de faire autre chose, de ne pas penser au Taj-Maj, et d'arriver prêt à vouloir tout déchirer pour le test, et d'arriver pour être focus à 100%. Je pense que c'est super important. Et justement, alors tu parlais des erreurs faites. Quels étaient toi tes points forts et tes points faibles au Taj-Maj quand tu as commencé, j'imagine, à t'exercer? Et puis comment tu as progressé un peu ce que tu racontes? Déjà au début, j'ai fait un test blanc. Je voulais voir un peu où j'étais bon, où j'étais moins bon. Bon, forcément, vu ma licence et mon passé un peu scolaire, j'ai fait des grosses aisance en maths, toutes les parties calculatoires qui de toute façon sont les sous-tests à plus travailler parce que c'est là qu'on a la plus grosse marge de progression. Je dirais que mon point fort c'était surtout la logique. Ouais. C'est un sous-test, une fois qu'on a appris un peu les logiques qui pouvaient tomber par cœur, c'est hyper ludique, on va vite et normalement on a très souvent des très bons scores, 40 ou 50 sur 60. Ensuite sur les parties un peu plus français, que ce soit la compréhension de texte ou l'expression, j'ai un peu plus délaissé les révisions de ce côté-là parce que pour moi, c'était plus compliqué d'obtenir des points sur ces matières-là, sur ces sous-tests-là. Donc je me suis focalisé, je dirais, 80% de mon temps sur les matières calculatoires, sur les parties calculatoires. Et donc mon point faible, forcément, je dirais que c'était la compréhension de texte et l'expression. C'était un peu un calvaire des fois sur des sous-tests. Bon, au final, au vu de ton score, on peut dire que tu as quand même réussi à bien progresser, bravo. Et justement, alors en quoi ce Taj-Maj, hein, qui est quand même une épreuve très singulière, comme tu le disais, est-elle importante pour les écoles et quel score un peu il faut avoir pour avoir les meilleures écoles? C'est quand même le but. Et oui, effectivement, c'est le but d'un concours. Moi, je dirais, ça dépend déjà du type d'école que vous visez, si vous visez le top 10, le top 5 ou le top 3. Je dirais qu'un score pour le top 5, il faut viser forcément le plus haut, mais à partir de 300, si on a un très bon dossier, je pense que c'est jouable. Après, ça va dépendre un peu de votre dossier, de vos expériences à côté, de quelle fac vous venez ou de quelle formation. Ce sera dépendant, mais pour moi, le Taj-Maj, c'est le facteur un peu clé de notre candidature parce que c'est ce qui permet vraiment de nous démarquer en cas de très bon score. Et justement, alors, donc comme vous le savez, les épreuves de concours ST, il y a le fond du Taj-Maj, il y a souvent un dossier avec un projet professionnel, mais il y a aussi le TOEIC, où tu as eu 940, donc félicitations. Comment t'as fait? J'avais pas un très bon niveau d'anglais, déjà je préfère rassurer tous les étudiants qui nous écoutent. J'avais surtout des lacunes au niveau de la grammaire, de la conjugaison, toute la partie reading. On sait que le TOEIC ça se divise en deux parties. Sur la partie listening, j'avais un peu plus de faculté ou d'aisance en tout cas, puisque j'écoutais quelquefois des podcasts, etc. Comment je me suis entraîné? Je me suis entraîné sur les sites comme Global Exam que j'avais gratuitement avec ma fac, ou Estudimi qui est gratuit, complètement gratuit pour tous. Niveau du listening, je vais écouter tous les matins le podcast de la BBC, pendant 30 minutes tous les matins dans le métro, voilà, où, même si on n'est pas hyper concentré, ça nous permet d'avoir toujours une écoute en anglais sur des sujets un peu complexes, donc ça nous permet d'avoir un peu plus de vocabulaire aussi. Au niveau de la partie reading, je me suis beaucoup entraîné sur donc, ce que je disais, la conjugaison, la grammaire, revoir les temps, à quel moment on utilise tel temps, à quel moment on utilise un autre temps, et pourquoi surtout. Et beaucoup de sous-tests blancs. J'en ai fait beaucoup, surtout 2 semaines avant de passer le TOEIC, donc je l'ai passé 2 fois. J'ai eu la première fois 830 en novembre, et là je l'ai repassé en janvier où j'ai eu 940. Comment tu as progressé un petit peu sur
Entre 830 et 940, qu'est-ce qui explique selon toi ces 110 points en plus? Qu'est-ce que tu as fait en plus? Qu'est-ce que j'ai fait en plus? Ouais, c'est une bonne question. Je notais tous les mots de vocabulaire que je connaissais pas. J'avais un fichier Excel avec une centaine de mots où j'apprenais bêtement tous les mots de vocabulaire que je connaissais pas. Je pense que c'est là la réelle différence entre un score autour de 800 et un score 900, 950 plus. C'est notre capacité à savoir, c'est notre capacité à avoir du vocabulaire, à être au niveau C1, du coup le vocabulaire niveau C1 qui est un peu plus complexe que le niveau B2 forcément. Je pense que c'est là la plus grosse différence et toujours m'entraîner un peu plus. J'ai fait une pause aussi pendant les vacances de Noël, peut-être que ça a fait un peu de bien parce que j'en avais un peu ras-le-bol. Ça a décanté un petit peu, j'imagine. Et justement, alors, TAJMAJ plus TOEIC plus dossier égale intégration en école. On espère. Voilà, on espère. Quelle école tu vises ou quelles écoles tu vises? Je vise principalement du coup le top 5, donc l'EDEC ou le M Lyon. Ouais. Et je candidate aussi à côté à Schema ou Audencia, juste aussi pour pouvoir m'entraîner un peu le jour des oraux. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs écoles où on peut un peu se cracher, entre guillemets, sur les premières écoles, en tout cas les plus inférieures au niveau du classement. Et aussi pour voir un peu les campus, pour voir ce que le classement ça veut dire quelque chose. Mais aussi la vie dans le campus, c'est important, je pense, pour se faire une idée de quelle école on va intégrer. Et pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que tu as un peu les dates en termes de calendrier ou pas des épreuves, notamment des oraux? Quand est-ce que ça se déroule un peu pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas? Alors, au niveau déjà, je vais revenir un petit peu peut-être sur les dossiers, sur les phases d'admissibilité. Les decks, je crois que ça se termine là, début mars, donc on y est. Et pour les autres écoles, c'est surtout autour de fin mars, début avril, je dirais, pour les dossiers et pour faire le TAJMAJ et le TOEIC. Au niveau des oraux, il me semble que ce sera plutôt autour de fin mai, peut-être début juin, en fonction des écoles. Donc on a encore un peu de temps pour préparer les oraux, c'est encore un peu loin. Ok, extrêmement clair. Et justement, alors on parlait de tout ça, on parlait du dossier de candidature où souvent il est évoqué le projet professionnel, puis une lettre de motivation, un CV. Tu as eu aussi diverses expériences professionnelles, notamment en tant que contrôleur de gestion. Je pense que tu vas nous expliquer ça en détail. Et aussi en tant qu'équipier polyvalent, on se dirait à première égard, mais pourquoi il met équipier polyvalent sur son CV? Mais en fait, ça a tout son sens et je pense que tu vas nous l'expliquer. Voilà, donc un peu quelles sont tes expériences et comment tu arrives à les mettre en valeur en fait pour ton dossier. C'est une très bonne remarque que tu as faite. Je pense qu'il ne faut absolument pas se censurer au niveau de nos expériences professionnelles, qu'on ait fait n'importe quoi. Je pense que c'est toujours bon pour les personnes qui vont voir notre dossier de montrer qu'on est motivé, qu'on est travailleur, qu'on n'a pas peur de sortir un peu de sa zone de confort en allant travailler dans diverses boîtes, dans diverses entreprises. Voilà, donc ouais, j'ai été employé polyvalent dans un intersport pendant 3 mois pendant l'été. J'ai fait de la caisse, j'ai fait un peu de mise en rayon, de la vente, etc. C'était une bonne expérience. J'ai fait aussi un peu plus longue en tant que hôte d'accueil au Groupama Stadium, donc le stade de foot de l'OL. Pendant la campagne de vaccination, on faisait près de 3000 patients par jour à un moment. C'est là-bas aussi que j'ai travaillé du coup pendant ma L1 en parallèle quand j'ai redoublé. C'était une super expérience parce qu'à la fin, j'ai managé un petit peu 2-3 hôtes d'accueil. Ça m'a permis aussi de gérer un peu le stress parce que forcément, il y avait beaucoup de gens à recevoir et à accueillir. Donc il fallait gérer un peu le timing. Et au niveau d'une expérience un peu plus en raccord avec mon projet professionnel, j'ai été du coup contrôleur de gestion dans une entreprise de 400-500 salariés pendant 3 mois. C'était Arc Europe France qui se situe à Limonest à côté de Lyon. C'est une entreprise d'assistance automobile, donc lorsqu'on est en panne sur l'autoroute, on appelle notre assistance automobile et il y a des personnes dans un call center qui nous répondent. C'était une super expérience, j'ai adoré le métier, d'être sur Excel, j'ai appris beaucoup de choses, être au contact aussi de plusieurs équipes, de plusieurs managers, c'était vraiment hyper enrichissant. Surtout que j'ai été prolongé en plus en CDD pendant 1 mois à la suite de mon stage, donc ça prouve un petit peu que j'étais au bon endroit et que je me suis beaucoup impliqué, donc j'étais plutôt content. Et justement, alors, donc là, aujourd'hui, les concours restés, mais aujourd'hui n'est pas demain, donc il faut regarder l'avenir. Quels sont un peu tes objectifs et ambitions alors à l'école de commerce, et puis même si on voit un petit peu plus large pour la suite de ta carrière professionnelle? Est-ce que tu as une idée ou... Ouais, j'ai une idée plutôt assez arrêtée, on va dire. Ah ouais. Je veux plutôt me lancer en corporate finance, donc en M&A ou en tout cas dans une banque d'affaires. Pourquoi? Parce que ce milieu, ça me passionne un peu. J'ai envie de voir si je suis aussi capable, vu que j'ai pas fait prépa. On sait que la réputation des gens qui ont fait prépa, c'est beaucoup la rigueur, le fait de pouvoir beaucoup travailler, etc. Moi, j'ai envie de me mesurer un peu à cet univers-là, voir si je suis capable. C'est aussi pour ça que j'ai présenté les concours, c'était pour me tester un peu moi-même. Et pour ce qui est du coup du court terme, j'espère intégrer une école du top 5. Et par la suite en école, j'attends aussi de pouvoir peut-être m'investir dans une association. C'est quelque chose que j'ai envie de découvrir, de
de voir un petit peu les qualités que je peux mettre en place pour apporter à cette association. Tu aurais une idée d'association ou c'est peut-être encore un peu... Parce qu'elles en proposent beaucoup entre le sport, la culture, des associations humanitaires, des associations d'événementiel. Le choix est large dans l'école de commerce. Est-ce que tu aurais... J'ai vu un petit peu, j'ai regardé sur les sites des écoles un petit peu, il y a une association qui me parle beaucoup, vu que j'ai joué au tennis pendant très longtemps. Il y a une association qui s'appelle 5e set à l'EDEC, qui organise un tournoi de tennis tous les ans en partenariat avec KPMG. Et c'est vrai que j'ai vu des images et ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur le projet. Bon, bah Roland Garros t'attend, hein, du coup. Non, c'est pas vrai. Et du coup, alors, est-ce que tu aurais un peu le mot de la fin? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux étudiants qui passent actuellement les différentes épreuves pour leur candidature au concours AST des écoles? Bah déjà, je leur dirais bon courage parce que c'est long, c'est parfois un peu pénible de se mettre dedans. Moi, je suis encore dedans, je passe le Taj-Maj dans un peu plus de 3 semaines. Bon, j'ai un peu moins de stress que ceux qui n'ont pas eu forcément les résultats escomptés au premier semestre, donc je suis un peu plus cool peut-être, mais il ne faut pas non plus dramatiser le Taj-Maj, c'est qu'une partie du dossier pour moi. Il faut juste se donner le maximum de soi-même et espérer que ça nous sourisse. Eh bien écoutez, merci Tom pour ton temps, ta disponibilité, tes réponses authentiques et sincères à nos questions. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Objectif AST. Merci. Merci.